Eh bien, bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Il est 18h30, installez-vous, j'espère que vous avez chacun pris un verre. Et ce soir, un joli verre parce qu'on part en Bourgogne, donc franchement, ça vaut la peine effectivement de pouvoir avoir ce qu'il faut pour j'espère, déguster avec nous. Et ce soir, on va en Bourgogne, on va plus précisément dans le secteur de la Côte de Bonne, puisque la maison beaunoise, Champy, est notre maison invitée aujourd'hui. Alors, on attend notre invité du soir. Vous avez peut-être vu sur les réseaux, il s'agit de Dimitri Bazas. Dimitri est le chef de cave, le responsable des vinifications, le monsieur vin finalement de cette maison Champy, qui est une maison historique beaunoise. Et nous allons déguster avec vous, avec lui, de très jolis vins, puisqu'il nous a envoyé ici pour nous ce soir, et je suis avec Elisa, Juliette est un peu à distance ce soir, mais du Beaune, c'est l'appellation la plus importante autour de la ville, effectivement, on va y revenir, avec des premiers crus célèbres très intéressants. Savigny-les-Bonnes, Savigny-les-Bonnes, qui est une appellation qui jouxte au nord, effectivement, Bonne, entre Choré et la ville de Bonne. Remontant encore un peu plus au nord, on va faire du sud au nord aujourd'hui. Hein. On va goûter un Pernod Vergelès, magnifique appellation dont je vais vous parler dans un instant. Et puis, si vous êtes patient, si vous voulez partager avec nous ce live jusqu'au bout, eh bien, on goûtera ensemble. Je goûterai pour vous un Corton Charlemagne. Ça, c'est quand même la Rolls. Voilà. Alors, on attend quelques instants. Je vois que Juliette est également disponible un peu à distance. Je regarde les uns et les autres. Voilà. J'espère que vous êtes bien installés pour pouvoir profiter de ce petit live du soir dans cette Bourgogne qui est juste extraordinaire. Vous savez que la Bourgogne viticole, c'est 20 000 hectares à peu près en tout. De vignes, plus à peu près autant pour la partie beaujolaise, et que la Bourgogne viticole commence au nord avec la région de Chablis, descend ensuite dans la côte, donc ça c'est le vignoble Auxerrois, il y a quelques vignobles intéressants à côté, d'ailleurs je pense à des vignobles qui sont super intéressants en termes de rapport qualité-prix, par exemple les Rancy, les vins de Coulanges-la-Vineuse, le Sauvignon de Saint-Brie, le rare vin de Sauvignon dans le secteur d'appellation Bourgogne. Et ensuite, en quittant le département de Lyon, on est sur le département de la Côte d'Or. Et dans le département de la Côte d'Or, eh bien là, il y a effectivement à la fois la Côte de Nuits, autour de Nuits-Saint-Georges. Hein. D'ailleurs, un petit salut à nos amis nuitons, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Nuits-Saint-Georges, qui ont célébré samedi, ou en tout cas ce week-end, la vente des hospices de nuit, et qui ont rapporté pratiquement pas loin de 2 millions d'euros, 1,9 million je crois, pour les hospices de la ville de Nuits. Et de ceux-ci, en cette période tout à fait particulière, c'est super important d'avoir un petit peu quelques moyens pour pouvoir subvenir aux différents besoins locaux. Alors ça n'a pas la réputation ni le volume financier bien sûr des hospices de Bonne, mais c'est formidable que les hospices de nuit, créés bien plus récemment, hein, j'ai été il y a quelques années invité à y participer, c'était vraiment une très belle aventure et un très bon moment de partage, j'allais dire comme toujours dans les vignobles, mais en Bourgogne il y a un état d'esprit un peu particulier. En attendant toujours notre ami Dimitri, on va voir si on peut peut-être l'appeler, hein, pour le coup, on va essayer de lui envoyer une petite invitation parce que je vois qu'il n'arrive peut-être pas à se connecter. Eh bien, donc, en quittant la Côte de Nuits et ses grands vignobles de Vonne-Romanée, Jaurès-Chambertin, Moret-Saint-Denis, Chambol-Musigny, bien sûr, Nuits-Saint-Georges, etc., et j'en passe, on arrive effectivement dans le secteur de la Côte de Bonne. C'est ce que nous allons évoquer largement ce soir, qui part donc du secteur de Corton-Charlemagne, hein, pour faire simple, et qui descend jusqu'au secteur de Marange, qui avec leur qualité-prix super intéressant. Et puis après on descend, on a le Mâconnais, et enfin le Beaujolais, et entre les deux on a la région de Mercurey, qui donne effectivement des vins extraordinaires. Bonsoir monsieur Dimitri. Bonsoir, comment allez-vous? Comment ça va? Merci, ça va très bien. Plaisir. C'est un plaisir. C'est Marianne que vous avez sur la cheminée derrière? Non, c'est notre fondateur. Non, j'aurais bien voulu avoir un buste d'une Marianne, mais c'est plutôt notre fondateur, Edme Champy. Donc, je suis dans le bureau historique. Donc, je vous accueille cette maison Champy qui est la première maison établie historiquement prouvée, donc depuis 1720. Rappelez l'année 1720, c'est ça, hein? Exactement, ah oui. 1720. 1720, c'était Louis XV. Oui, il faut dire... Puisque Louis XIV est décédé, comme Dom Pérignon d'ailleurs en 1715, effectivement c'est Louis XV qui régnait. Et la maison Champy est arrivée.
et la maison Champy est arrivée. Effectivement, la Bourgogne, donc la vigne, on connaît la vigne, c'est les Romains, c'est aussi les moines cisterciens Ah oui, oui, qui vont planter le vignoble 12e siècle et après. bien Et, sûr. on peut dire que la consommation du vin de Bourgogne, c'est une affaire locale. Mhm. Et c'est ces maisons de vin avec la maison Champy qui vont commencer de façon organisée et structurée à faire le commerce du vin. Et donc, c'est un maître tonnelier, c'est Edme Champy, qui va avoir cette idée brillante. Maintenant, c'est un peu drôle, mais il aura cette idée de remplir un tonneau. Au lieu de le vendre vide, il va remplir le tonneau, il va le mettre sur une, une charrette et puis il va l'amener en Belgique. Et c'est comme ça qu'on va, le commerce des vins de Bourgogne va commencer. Ça s'est joué de peu. La maison Bouchard, père et fils, qui est juste pas loin de De chez chez nous. vous? Donc, Mhm. c'est 11 ans plus tard, donc 1731. Donc, c'est Edme Champy qui va commencer cette affaire. Et effectivement, après, il y aura la Révolution française où la maison Champy, après cette révolution, il y aura une redistribution des cartes donc au niveau Et oui, propriété du vignoble. Donc la maison Champy, petit à petit, va commencer acquérir des vignobles. exactement, Notamment au niveau de la Révolution française, il y a eu, et ensuite l'époque napoléonienne, il y a eu la sécularisation des biens et notamment la redistribution des biens du clergé. exactement. Et c'est là Et qu'on a eu un certain nombre de morcellement de parcelles qui sont passées effectivement du clergé au public, avec tous les découpages qu'on connaît aujourd'hui. bien sûr, il faut aussi garder en tête que la maison Champy, donc c'était une famille qui a prospéré et avec toujours cette envie d'aller de l'avant. Donc, la première chose, on commence à s'organiser, à élaborer les vins de Bourgogne. Et donc, il y aura, après Edme Champy, les deux personnes qui vont marquer un petit peu l'histoire de Champy. C'est évidemment Gustave Eiffel avec son école d'architecture, donc le fameux architecte dijonnais, qui Bien va sûr. faire que la famille Champy, elle va construire une fabrique industrielle de l'époque. Donc, Mhm. c'est le site là où je me trouve tout de suite, 5 rue du Grenier à Sel. Donc, Donc avec en une plein cœur de la ville façade de Bonn. au centre de la ville de Beaune, donc avec des caves qui datent du 15e siècle. Mais cette façade-là nous a valu le classement au monument historique Et depuis oui. 2010. Donc, cette architecture avec des structures métalliques qui nous fait penser un petit peu à la tour Eiffel donc, de l'exposition universelle. Et Oui. effectivement, pour l'œnologue que je suis, la personne là, mais ça n'engage que moi, donc la personne la plus importante, Louis Pasteur, un petit scientifique de l'époque Mhm. qui va s'occuper il est mandaté par Napoléon III, et pour trouver une façon pour maîtriser un petit peu et mieux élaborer les vins de Bourgogne. Donc, il va faire évidemment, la France, elle a des conventions avec l'Angleterre donc d'échange. Donc, Oui. on ne veut pas perdre la face. Il faut que les vins soient De qualité de qualité, sains et loyaux. et qui Et se donc, conserve un peu. Pasteur, il va faire évidemment, il est à Dole, il n'est pas loin. Il va commencer à Oui, dans le comprendre Jura. Donc il a fait évoluer aussi les vins du Jura d'ailleurs. exactement. Il va découvrir donc là où les grands chimistes français, Lavoisier et Gay-Lussac, ne s'attardent pas beaucoup sur le vin. Ils expédient ça avec une petite réaction simpliste. Pasteur, avec son microscope, il va découvrir donc les premiers microbes qui sont les levures. Et donc, il va découvrir aussi la fermentation alcoolique. Et par la suite, euh, on peut l'appeler aujourd'hui avec des noms un peu barbares, on peut l'appeler recherche et développement, mais il va Mhm. essayer de maîtriser le process. Donc, non seulement
on va chauffer un petit peu la vendange pour faire démarrer spontanément cette fermentation alcoolique. Mais après, étant donné qu'on est un petit peu sur une logique un peu hygiéniste, il va essayer de pousser les microbes. Donc, il va découvrir un procédé, le procédé de la pasteurisation. De la pasteurisation. On utilise au début, à ses débuts, et puis il y a des maisons qui l'utilisent encore, mais si vous voulez, la pasteurisation elle existe toujours, mais elle est moins répandue maintenant pour traiter les vins de Bourgogne. Absolument. On sait que Pasteur, l'ADN des chercheurs, c'est de chercher. Et puis il y a ceux qui trouvent, et ceux qui trouvent, on les garde dans l'histoire finalement, et c'est le cas de Pasteur. On compte beaucoup actuellement sur l'Institut Pasteur notamment et leurs recherches sur les virus pour essayer de nous sortir de cette situation particulière que nous subissons aujourd'hui. Donc une grosse pensée pour lui, même si le travail sur le chauffage pour la conservation, pour le travail, avait été fait notamment au Japon ou en Asie en tout cas, à travers le travail sur le saké, ou en tout cas l'équivalent de l'époque. Mais Pasteur l'a développé, a trouvé beaucoup d'intérêt et d'adaptation effectivement au monde du vin et notamment tout le travail sur les levures. Alors vous, mon cher Dimitri, vous êtes originaire de la Bourgogne ou vous venez de quel coin exactement? Je suis plutôt bourguignon d'adoption. Donc, moi, ma première vie, je suis grec. Et donc, j'ai fait mes études au laboratoire à l'époque. C'est Monsieur Feuillat, le professeur Feuillat, qui m'a accepté. Donc, j'ai fait mon diplôme national d'énologue à Dijon. À Dijon. Donc, j'ai travaillé dans un premier temps avec des petits domaines en Bourgogne, ce qui a fait que j'ai compris un petit peu les terroirs, j'ai compris le comportement du chardonnay et du pinot noir selon les différents terroirs. Et depuis juin 1999, je suis l'œnologue de la Maison Champy. Donc, la Maison Champy, à l'heure actuelle, on a 21 hectares en exploitation. Donc, on a des vignes. On est plutôt Côte de Beaune. Mais également, on est une maison artisanale. Donc, quand on a la possibilité, on a des partenariats avec des viticulteurs pour des achats de raisins en Côte de Nuit ou d'autres villages en Côte de Beaune comme Puligny, Meursault. Donc, notre vignoble, il est autour de la colline de Corton. Donc, on a des Savigny, on a des Pernand, des Alos-Corton, un petit peu de Volnay, un petit peu de Pommard. Et évidemment, Beaune, parce qu'on est quand même Beaune. On oublie, ça me tient à cœur de dire que tout le monde connaît Beaune parce que c'est la capitale du vin de Bourgogne. Oui. Mais tout le monde oublie que derrière cette fantastique ville, il y a un vignoble aussi et des vins fantastiques, élégants et de garde. Exactement, l'appellation Beaune tout court, l'appellation village Beaune. Exactement. Des premiers crus. Des premiers crus très intéressants aussi. Hein. Et puis d'un côté, on flirte avec effectivement Pommard et le fameux Clos des Mouches, Chantotte et d'autres choses. Et puis on remonte vers Savigny, vers Chauray, etc. avec un autre type de vin. Et puis il y a le cœur historique, effectivement, des premiers crus de Beaune, voilà, qu'on apprécie, qu'on connaît bien, et qui sont souvent de très bons rapports qualité-prix. Parce que c'est une appellation qu'on oublie un peu, du coup ça flambe moins. Et pour les amateurs qui nous écoutent ou les amis sommeliers qui sont là, c'est vrai que c'est une super appellation à mettre sur des cartes parce que franchement, on se fait plaisir. C'est des vins, si on reprend un petit peu les dires, les écrits du docteur Laval qui écrit Histoire et statistique des vins de Côte d'Or, qui est une analogie un peu, enfin, bien avant l'INAO, c'est une analogie de classification. C'était quelle époque ça, Laval? 1855, exactement même époque. Classement, l'époque du classement, toujours Napoléon III, donc. Exactement. Donc, vous avez un classement qui reprend les différents lieux-dits en citant les têtes de cuvée, les premières cuvées, les deuxièmes cuvées. À Beaune, qu'est-ce que vous avez comme tête de cuvée? Vous avez les grèves de droit, parce qu'on est au milieu de cette fantastique montagne derrière Beaune. Vous avez les Terons. Vous avez les craies qui sont devenus au cras maintenant, et vous avez aussi les champignons. Donc, c'est pas un scoop. Et il cite que les vins de Beaune,
c'est des vins fins et élégants, mais avec un grand potentiel de garde, qui est exactement une définition parfaite. Exactement, ça correspond. Et ce qui est intéressant dans l'appellation bonne, village, c'est qu'il y a à la fois des rouges, bien sûr, mais il y a aussi des blancs. Des blancs. Ils sont intéressants aussi. La quantité de blanc, c'est combien par rapport au rouge dans l'appellation bonne? Ah, je crois que c'est un petit quart. Un petit quart de blanc. Oui. C'est toujours un petit peu. Un quart de blanc, ça fait toujours plaisir à boire. Voilà. Un verre aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, on va pouvoir trinquer ensemble avec nos amis. Je me suis servi du blanc d'abord. Vous préférez goûter le rouge d'abord, vous? Oui, Allez, on va goûter le bon, alors, c'est ça? Le Savigny les bonnes. Le Savigny d'abord. Allez. Alors, le Savigny, il n'en reste pas beaucoup parce qu'on l'a goûté avec l'équipe tout à l'heure et franchement, tout le monde s'est régalé avec ce Savigny. C'était une vraie gourmandise. Alors, ce sont que des 2019 que l'on a goûté ce soir. Exactement. Voilà, donc là, c'est l'appellation Savigny les bonnes. C'est Savigny de la maison Champy. Alors, quelle est la philosophie finalement de vinification, de travail sur la vigne? Écoutez, la maison Champy, dites-nous un peu. Depuis 2007, on a été converti donc en agriculture biologique. D'accord. Et depuis 2010, d'où le petit pictogramme vert, comme il se doit, européen sur l'étiquette. Et on l'a sur les deux rouges. Donc, et pas encore sur les blancs, c'est ça? Pas encore sur les blancs. Et puis le Corton Charlemagne, il est en conversion. Donc avec le millésime 2021, cette année, on aura aussi le Corton Charlemagne qui sera certifié bio. Allez, donc, on se convertit. C'est pour la bonne cause. Je trouve que le bio, c'est une méthode de travail. Donc déjà, on peut préserver nos terroirs, on peut redonner une vie microbienne dans nos terroirs. Donc, je peux venir en face de vous et vous dire que la maison Champy, la philosophie de la maison Champy, c'est quoi? C'est l'expression de terroir. Ça, c'est la première chose. C'est la Bourgogne. La deuxième chose, c'est que du fait que vous avez des produits de contact, les traitements sont avec des produits de contact, ça veut dire qu'il faut être présent, mais on n'a pas cette panoplie, cette artillerie de la lourde chimie qu'on peut retrouver quand on est avec d'autres itinéraires techniques sur les vignes. Et donc, on a moins de chimiques véhiculés et puis par conséquent, moins de chimiques dans les grappes de raisin. Et aussi, ce qu'on peut constater, je peux vous le dire parce qu'il y a quand même 10 ans de parcours, vous avez des raisins où l'acidité, où tous les composants sont équilibrés. Vous avez un meilleur équilibre, donc meilleur équilibre entre l'acidité et le sucre, et aussi vous avez, vous trouvez cet équilibre-là après dans les vins. Donc c'est très important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que en 2019, j'aimerais m'attarder un petit peu sur le millésime 2019, qui est quand parce même que c'est un millésime intéressant. Pardon? C'est un millésime très intéressant, 2019. C'est un millésime très intéressant parce que on a des températures plus élevées. On a une insolation un petit peu plus élevée. On a plus 230 heures plus que la moyenne. Par contre, on a c'était un parcours un peu difficile parce qu'on a un petit épisode de gel début avril. On a quelques coups d'échaudage parce que fin juin et fin juillet, on a quand même des températures des après-midi à entre 35 et 40 degrés. Oui, ça monte. On a 2 ou 3 épisodes de grêle qui font que le sud de Beaune, il est quand même un petit peu tapé, donc on réduit encore un petit peu. Surtout, la floraison ne se passe pas aussi bien, donc il fait froid et on a quelques donc on perd chaque fois un petit peu de volume, finalement. Exactement. Mais on gagne en concentration, certaines choses. Et on arrive au mois de septembre et là, tous les voyants sont au vert. Et on le soleil. Exactement. On va vendanger la deuxième quinzaine de septembre et on aura des beaux degrés, une bonne acidité préservée, surtout du tartrique, un petit peu moins de malique parce qu'on l'a brûlé un petit peu. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup, grâce à cette insolation surtout, on a beaucoup de composés phénoliques. On aurait tendance à le comparer avec 2005 ou 2003.
2005, il y avait beaucoup plus de tanins. Donc, moi, je dirais que si on doit comparer… Un compromis entre 3 et 5. Quoi. Exactement. Ah ouais. En tout cas, il y a de très jolies couleurs. Alors, la couleur, c'est pas dû qu'à la maturité du raisin, mais ça y participe. Après, c'est un choix aussi dans l'extraction, la macération ou l'infusion que l'on souhaite. Mais il y a de très jolies couleurs. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'imagine que vous pouvez regarder ça un peu à distance sur l'écran. Très joli. Ensuite, le nez. Alors, on est sur un vin jeune, on est bien d'accord. Hein, mais il y a beaucoup de fruits. Une gourmandise qui est assez exacerbée, avec des notes de fruits très mûrs, des notes framboisées, des notes un peu de cerises. Enfin, il y a vraiment un côté un peu chaleureux, sans excès. Ce n'est pas l'alcool qui ressort, c'est vraiment le fruité du vin. Et puis après, une petite touche légère d'élevage. Il faut dire que le tonnelier Champy est là depuis 1720, c'est ça, hein, on ne peut pas résister au bois chez vous. Mais c'est un bois bien maîtrisé, qui fait qu'on ne se dit pas en plus qu'il faut attendre 10 ans avant de le boire, parce que franchement, on a déjà beaucoup de plaisir à le goûter. Et la bouche, exactement. Et je vois Dimitri faire, non pas la fine bouche, mais la bonne bouche. Et effectivement, il y a aussi en bouche de la fraîcheur, une très jolie entrée en bouche, c'est très net, et il y a beaucoup de fruits. Donc, tout en ayant quand même de la matière, il a ces jolies longueurs. Donc, c'est un peu ce que l'on recherche finalement. Et avec des vins qui, bon, Savigny, c'est bien parce que là aussi, on n'est pas en surcote. On a des vins qui restent accessibles. On arrive à mettre ça sur table ou chez les gens ou à boire pour quelques dizaines d'euros, on se fait plaisir, quoi. Un grand village viticole, Savigny, avec des jolis terroirs. Et là, si vous voulez, sur ce Savigny-là, on a 2 terroirs. Si on peut pousser un petit peu, on peut rendre un peu plus, je veux dire, technique. Vous avez un terroir qui s'appelle Aux Fourches. C'est quand on part, on a 2 routes. Donc, vous savez, les toponymes en Bourgogne. C'est pas la fourche. C'est pas la fourche des révolutionnaires. C'est la fourche des rues ou des voies, donc voies d'accès. Et vous avez des argiles un peu profonds. Et il y a un tiers, un quart. L'autre pourcentage, c'est les bas liards. Liard dans le dialecte, c'est les peupliers. Donc, vous avez une petite rivière et vous avez des peupliers. Et donc, vous avez un sol un petit peu plus sablonneux. Et donc, vous avez un mix entre les bas liards et les fourches. Donc, vous avez ce côté aérien que vous avez bien décrit, donc qui fait très Savigny. C'est des vins très fruités. Mais vous avez aussi une structure. Là, l'extraction, il faut qu'elle soit juste et mesurée parce qu'on peut partir sur des tanins un petit peu plus robustes. Donc là, les fourches pourraient prendre le dessus, mais on s'est contacté de faire quelque chose assez souple et pas trop tannique pour pouvoir le déguster, le boire 2-3 ans plus tard. Exactement. Facilement. Il y a aussi un terroir que j'aime bien, c'est les labières, qui donne aussi une sorte de vibration minérale avec exactement. Voilà. Qui serait peut-être un terroir, peut-être le terroir de Savigny pour des vins blancs, pour des chardonnays. Je pense que ça peut effectivement tout à fait bien le faire. C'est vrai qu'il y a des Savigny blancs de grande qualité. Et puis il y a un truc, Vergelès aussi est en partie sur Savigny. Oh, Vergelès, exactement. Nous avons un Savigny premier cru rouge qui est donc au Vergelès, qui est une pente assez… c'est assez pentu et puis ça draine, donc vous avez cette minéralité. Donc là, souvent, en plus en agriculture biologique avec des pH relativement bas, donc là, je me permets de faire par exemple une variante de vinification en mettant de la vendange entière. Et donc, on donne un petit côté floral en ayant tout de suite derrière un petit rétro sur la minéralité et la fraîcheur. Alors, je ne risque pas au plaisir de goûter le bon maintenant. Hein. Exactement. Voilà. Alors là, on est sur un bon premier cru. Un bon premier cru au cras. Voilà. Au cras. Les fameux cré-cras. Donc exactement. Ça, je suppose que ça vient de la géologie calcaire. Exactement, calcaire et sol crayeux. Sur une exposition, moi je dirais sud-est, sud-sud-est. Donc on est quand même… des espèces de terrasses un petit peu. Donc,
On a le soleil des après-midi de juillet et d'août, donc on peut avoir une bonne maturité, on peut avoir une bonne pigmentation pour avoir des bons composés phénoliques. Et là, vous avez quand même, là, on monte d'un cran. Oui, un cran. On peut sentir déjà une complexité, une Absolument. autre complexité. Absolument. On n'est pas sûr que sur le fruit, entre guillemets, simple du Savigny, mais là, on a le fruit, mais on sent quand même qu'il y a ce côté un peu, entre guillemets, un peu crayeux, un peu, et aussi cette chaleur de fruits noirs parce que le soleil, il est là. Absolument. On a plus le côté cerise ici que le côté framboisé de tout à l'heure. On a des notes aussi légèrement fumées, un petit peu plus épicées, presque un peu orientales, que l'on aime sur les grands terroirs à Bourgogne, finalement. Mon prédécesseur, donc, qui n'est plus de ce monde, que j'affectionne beaucoup, Monsieur Henri Meurget, que vous connaissez, que vous avez bien connu. Donc, oui, il disait que les vins de Beaune… Une belle pensée pour lui, parce que je me souviens, c'est un souvenir particulier que je partage avec vous. Je vois qu'il y a ma maman et ma sœur qui nous suivent, et ils ont un petit coucou là maintenant. Mais quand j'ai gagné le concours de meilleur sommelier du monde en 92, Henri m'a téléphoné pour me féliciter. Et il m'a dit Philippe, viens avec tes amis et avec Gérard Mangeon, Jean-Luc Jamrosic, Jacques Baudin, Éric Certeau, enfin, et Éric Buron, les uns les autres. On est descendu passer un week-end là-bas. Henri Meurget nous a reçus. On a fait juste des visites chez certains vignerons. Je me souviens notamment avec Henri, aller faire un petit tour chez Henri Jaillet, au domaine de la Romaine et Conti, enfin, etc. Et goûter toute la gamme de chez Champy, ça avait été juste un grand, grand moment. Donc, voilà. Paix à son âme, et en tout cas, une belle pensée à lui. Et à Mauricette Vuillet, qui s'occupait de ses vins sur Paris. Exactement. Que j'affectionne beaucoup et qui a marqué aussi de son savoir et de sa générosité, j'allais dire, toute une époque parisienne. Et donc, le fameux Henri m'avait dit, si jamais un jour tu fais des dégustations à l'aveugle et tu sens ces notes de fumée un peu de cheminée froide, on dirait des notes empyromatiques, mais bon, c'est un petit peu un nom barbare, c'est difficile à placer lors d'un dîner. Oui, mais les gens qui nous écoutent connaissent un peu cette expression-là, et ça convient bien effectivement au vin qu'on goûte. Exactement. C'est des notes empyromatiques. Et vous sentez aussi la longueur en bouche, mais sur cette fraîcheur minérale. Absolument. Je vais faire goûter à Elisa un peu, qui est avec moi, qui m'assiste ce soir pour ce vin, parce qu'elle boit nos paroles, mais c'est pas mal de goûter aussi le vin avec nous. Ensuite, peut-être, parce que je vois que le temps passe, et c'est extraordinaire, parce qu'on ne voit pas le temps passer, il est déjà 19h. Est-ce qu'on pourrait goûter un peu les blancs? On a parlé de Vergelès tout à l'heure pour Savigny. Mais là, on a aussi donc l'appellation Pernod-Vergelès, qui est juste au nord, finalement, juste au nord de Savigny. On ne va pas faire de la géopolitique, mais Pernod-Vergelès, c'est un village qui, dans les années 60-70, il y avait 75% c'était planté en pinot noir, et 25% en blanc, en chardonnay. Oui. C'était évidemment, il y avait des grands noms de viticulteurs du village qui avaient aussi des parcelles en Corton et en Corton-Charlemagne. Mais à l'heure actuelle, je peux vous dire que ce village-là, c'est une appellation qui a entre guillemets blanchi, c'est-à-dire on est à 50-50, parce que c'est tellement facile de comprendre la minéralité. Quand le vecteur, c'est le chardonnay, c'est un petit peu plus difficile quand on est pinot noir et puis sur des terroirs froids plus minéraux de comprendre. Mais je trouve que ce Pernod-Vergelès, c'est un exemple des vins qui sont, entre guillemets, des vins low profile ou des vins qui sont, comme vous avez dit, des bonnes affaires parce que les appellations prestigieuses, évidemment, c'est le prestige de la Bourgogne, c'est fait et se fait toujours avec des Puligny, des Meursault et des Chassagnes. Mais je trouve que les Pernod-Vergelès, qui sont un outsider, maintenant, ils ont retrouvé une autre place et on peut trouver des vins qui sont bien faits avec du fût, avec le bâtonnage, avec tout cet élevage qui est… vous savez, le chardonnay, le chardonnay et le fût, c'est toujours un mariage très, très réussi. Et en plus, je trouve que
ça rend des vins comme ça qui ont dans leur ADN la fraîcheur, l'acidité et la minéralité, ça les rend un petit peu plus accessibles pour des novices, pour des gens qui viennent d'ailleurs. Bien sûr, ça donne du gras, il y a un côté rassurant en même temps. Alors il faut, comme toujours, bien maîtriser le bois, la qualité du bois, la qualité du tonnelier, la qualité bien sûr de la vinification, puisque pour les blancs, la vinification se fait sous bois lorsque c'est possible, et l'élevage. Donc il y a plein de décisions, et c'est votre rôle, Dimitri, chez Champy, de prendre les bonnes décisions au bon moment pour équilibrer les choses. C'est-à-dire le pressurage, vendange foulée, vendange entière, modèle champenois, on choisit. Ce n'est pas un travail systématique, il faut réfléchir, il faut prendre des bonnes décisions et il faut surtout avoir un plan et savoir ce qu'on veut faire. C'est-à-dire à chacun sa vérité. À chacun sa vérité. C'est sûr. Mais si on a un message à faire passer, il faut mettre les moyens en œuvre pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Pernan est une appellation intéressante parce qu'en plus, c'est une vallée qui est un peu perpendiculaire à l'axe général de la côte. Donc, en termes de fraîcheur, en termes d'acidité, etc., il y a des réserves super intéressantes. Et surtout pour les temps qui courent, justement, c'est plutôt un atout. Vous avez entièrement raison. C'est le village où, pour la première fois, vous avez une combe qui va nous amener vers le Haute-Côte. Donc, vous avez quand même des expositions qui sont parfois, on n'est plus sur la Côte d'Or, sur l'exposition Est-Sud-Est, mais on a aussi des expositions un peu Nord-Nord-Ouest, qui fait qu'on est sur des terroirs un peu froids. Et cette minéralité, elle est un petit peu accentuée par ce côté plus acide. Mais pour moi, c'est très intéressant. Là, si vous voulez, sur cet assemblage-là, vous avez, la majorité, ça vient de ce coteau qui s'appelle les plantes des champs et compotes. Et c'est vendangé à la main, c'est pressuré, pressoir pneumatique, un débourbage. Et la fermentation va se faire par des levures naturelles en fût de chêne de capacité de 228 litres. Et il y a 20 à 25% de fût neuf. Donc, pas beaucoup de fioritures de fût neuf, mais surtout après, on peut travailler avec les lits. C'est-à-dire, on fait un bon débourbage, mais il y a quand même les lits pour faire ce qu'on appelle ici en Bourgogne le bâtonnage, le dodinage. C'est-à-dire, on met les lits en suspension, qui pour moi, c'est un miracle de la vie. Les anciens disaient, on fait nourrir le vin avec sa lie. C'est-à-dire, vous avez que des effets bénéfiques. Vous avez les manoprotéines qui vont donner cette rondeur. Vous avez des acides aminés qui vont rehausser le goût. Vous avez la stabilisation vis-à-vis des précipitations pratiques. Par-dessus le marché, vous faites avec les nutriments qui vont sortir par cette autolyse de levure, c'est-à-dire les chaînes vont se rompre et on va libérer des composés qui vont faire que la fermentation malolactique, elle va se faire aussi. On va intégrer le fût un petit peu mieux. Exactement. Cette maîtrise des lits qui peut être délicate à gérer est quelque chose que, quand on justement le maîtrise parfaitement, apporte considérablement d'intérêt au vin, dans sa matière, dans sa texture, dans sa capacité de garde, dans sa complexité. Bien sûr. Ce sont plein d'éléments. Rajouter à ça le travail sous bois et pas que neuf, on l'a bien compris, c'est 20-25% ici. Ça donne effectivement un travail aussi sur la micro-oxygénation qui permet de stabiliser le vin aussi et de lui donner, de l'apprendre à vivre quelque part, puisque la micro-oxygénation, on l'immunise, mais de façon un peu régulière et un petit peu... c'est l'esprit d'un vaccin, finalement. On inocule un peu de l'air pour que le vin puisse mieux maîtriser effectivement son évolution. Exactement. Dans l'esprit. Alors, on a aussi, on est gâtés, hein. Merci beaucoup de ce que vous avez envoyé, parce que je vois que là, la bouteille nous tend les bras. Je tends la bouteille aussi, les uns les autres. Hein. Mais on va goûter un peu de Corton Charlemagne. Je sais, il y a pire dans la vie, il y a beaucoup de gens qui voulaient venir derrière. On n'a pas ouvert les portes du bistrot parce qu'il y a trop de monde devant. Mais si vous voulez goûter, Elisa, je vous en prie. Donc là, on est sur, l'une des stars quand même de la Côte de Bonne, voire l'une des stars tout simplement de la Bourgogne. Corton Charlemagne. Donc, vous avez, si vous voulez, on a cette colline magique qui est donc entre les trois villages, La Doie, Sérigny, Alos, Corton et Pernan-Vergelès. Voilà, une sorte de virgule qui descend après Comblanchet, Corgolin, etc., qui descend effectivement dans la fameuse combe de Pernan qu'on a évoquée tout à l'heure. Exactement. Et vous avez, pour moi, si vous voulez, on ne va pas
On ne va pas refaire la carte de Corton Charlemagne, mais vous avez des Cortons Charlemagne qui sont exposés complètement sud. Donc, vous avez les hospices de Beaune, vous avez les Cortons Charlemagne de Louis-Latour, de Coche-du-Riz, très solaire, et on l'appelle le Charlemagne. Après, on va prendre le virage et on sera sur la limite entre les deux villages, à Los Cortons et Pernan-Vergelès, où là, vous avez la de droit légitime, donc qui est Bonneau du Martret. Et après, je peux vous dire que et après, vous passez en Charlemagne, et donc cette parcelle-là de 1,5 hectare de la maison Champy, c'est plutôt là où on peut appeler ça les terres froides un petit peu, donc où on est exposition ouest-nord-ouest. On est quand même sur des hauteurs, ça draine bien. Il faut attendre pour vendanger. Pour ne pas vous cacher, 9 fois sur 10, on finit nos vendanges avec ce vin-là parce que donc il faut que ça soit mûr. Mais là, vous avez la minéralité, vous avez l'extrait sec, vous avez la bonne acidité, ce qui fait de Corton Charlemagne un des chardonnays de Bourgogne de garde par excellence. Si on ajoute à ça quelques grands crus de Chablis et la famille des Montrachet, là, vous avez fait le tour des vins de garde en Chardonnay. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est encore très jeune. Hein. On est bien d'accord qu'il y a déjà du plaisir à goûter, mais on est encore sur une certaine réserve, et j'allais dire heureusement. Mais on sent la complexité déjà, le côté à la fois fruité, mais également un floral mûr. Floral. Exactement, du floral mûr. De chèvrefeuille un peu. Exactement. Donc, plus une certaine fraîcheur, un petit poil d'agrumes, etc., qui apparaît, ouais, qui est super intéressant et qu'on retrouve un peu en bouche. Parce qu'en bouche, il y a de la matière, de la densité, de l'acidité, de la minéralité, en fait, tout ce qu'il faut, avec une très belle rétro-olfaction. Oui. Bon, chers amis, il manque que vous. Hein. On vous donne rendez-vous au bistrot du Sommelier, j'espère le plus tôt possible. À la maison Champy, on peut venir, même dans cette période particulière, en petit groupe, on peut venir visiter la maison et je suis sûr que Dimitri Bazas, l'œnologue, chef de cave de la maison, se fera un plaisir de vous accueillir les uns et les autres. Ça me fera plaisir de vous accueillir et sachez que depuis peu de temps, depuis début février, la maison Champy, elle est labellisée entreprise du patrimoine vivant. Voilà, formidable. C'est-à-dire en Bourgogne, on est les premiers. Ici, si vous voulez, on vinifie, on élève nos vins dans un endroit c'est un endroit historique. Et là, les gens, ils peuvent venir, ils peuvent déguster les vins. Et puis, il y a toujours, nous, on est, avec mon équipe, on est toujours en train de travailler à vinifier et élever les vins et les mettre en bouteille. On est peut-être une des rares maisons de Bourgogne où on est toujours au centre-ville de Beaune. Effectivement, c'est avec des contraintes, mais on est toujours à Beaune et puis les portes sont ouvertes. Venez nous voir, ça sera un moment magique à passer. Merci beaucoup. Merci Dimitri. C'était un bonheur. Merci beaucoup pour avoir partagé avec nous cette passion qui vous anime dans cette terre d'adoption, effectivement, qui est la Bourgogne pour vous déjà depuis un certain nombre d'années. Merci d'avoir évoqué notre ami Henri, oui, qui a marqué moi, ma vie de sommelier parce qu'il m'a apporté et il m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de très belles choses en Bourgogne. Voilà, merci à M. Champy qui a eu l'idée. Il y a 3 siècles, voilà, il y a eu 3 siècles, il y a quelques mois, hein, puisque c'était 1720, exactement. 2020, effectivement, 3 siècles. C'est dommage, on prévoyait fêter nos 300 ans, mais bon, c'est pas grave, on pourra fêter 300 ans, j'espère, dès que ça sera possible. On va demander à notre ami Leccia du groupe Advini de dire qu'on va se réunir tous les uns et les autres. Profitez bien de cet esprit bourguignon ce soir. Je suis sûr que vous avez envie, comme moi, de trinquer avec un peu de Pernan-Vergelès ou de Corton-Charlemagne, et de nous faire plaisir avec un Savigny ou un bon premier cru au Cras. En tout cas, il y a des très beaux accords, bien entendu, indépendamment
toute la gastronomie bourguignonne que l'on aime, les poulards de Bressane, pas loin, les œufs en meurette, les gibiers, enfin bon, il y a plein de choses extraordinaires en Bourgogne. On peut se faire plaisir. Ce qui est super intéressant, c'est de goûter aussi les pinots noirs et notamment le Savigny sur son fruit jeune, y compris avec des poissons. Moi, j'adore le pinot noir et j'adore les poissons et je trouve que les mariages se font vraiment très bien. En travaillant un poil les épices et éventuellement la sauce ou autre, on peut faire vraiment des accords pertinents. Quant au blanc, allez, les blancs et notamment le Canton Charlemagne, comme certains grands blancs qu'on a cités, les vins de Puligny, voire de Meursault, on a des textures de la matière, des extraits secs qui font que sur la plupart des plats, ça fonctionne, y compris sur des plats inattendus. On rentre dans la période pascale, dans quelques jours, avec de l'agneau confit, par exemple, un grand bourgogne blanc. C'est un mariage inattendu, mais tout à fait intéressant. Voilà quelques petites pistes de réflexion gourmande que je voulais vous livrer ce soir. Merci beaucoup, Dimitri Vasa. Merci bonjour à toutes les équipes de Champy. Merci beaucoup pour votre invitation. Et puis, la porte, elle est ouverte. Venez nous voir quand vous voulez. C'était un plaisir. Merci à toutes les équipes de l'UDSF et notamment Laurent Boyer pour la communication, Juliette Jourdan pour le suivi et ce soir à la technique et au sourire également Elisa qui est avec nous, qui est en stage avec nous en ce moment de l'école de CAFA de Bordeaux. Voilà, donc grand merci à vous. Merci beaucoup. Et puis je vous dis, Dimitri, aussi si vous le souhaitez, lundi prochain, 18h30, pour une autre rencontre, un autre coup de cœur avec nos amis de l'Union de la Sommellerie française. Soyez heureux, profitez de cette belle soirée, certes un peu confinée. Il est 19h, tout le monde est à la maison. Nous, on est confinés aussi, bistrot du Sommelier ici. Il y en a certains qui se disent finalement c'est un endroit plutôt sympathique pour être confiné. Je vous le confirme. Hein. Là, on n'est que dans la salle. Si vous êtes dans la cave, vous n'allez pas ressortir tout à fait indemne. Voilà, profitez des bonnes choses. Soyez prudents et voilà, et bonne santé à tous. Je crois que c'est ce qu'on peut souhaiter en ce moment, mon cher Dimitri et chers tous qui nous suivez. À bientôt. Merci. Bonne fin de soirée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.